On va aller encore un peu plus au sud de Taïwan. Donc là, Taïwan, vous voyez, c'est la petite langue de terre, on voit juste. Et là, c'est toute la mer de Chine méridionale. Donc c'est là que vous allez aller dans quelques semaines. C'est toute la mer de Chine méridionale. Vous allez dans quelques semaines dans ce qui est vraisemblablement là où commencera la Troisième Guerre mondiale. Vous aurez l'avantage de dire, bah moi, je suis allé avant que ça commence. Ouais, c'est une, certitude. C'est ma certitude. La Troisième Guerre mondiale, à mon sens, a déjà commencé. Elle se caractérise par trois facteurs. Un qui est déjà totalement présent, un qui est en train de s'installer, et il manque le troisième. Le premier facteur, c'est une multiplication des conflits par proxy, des conflits par intermédiaire. On se fait la guerre, pas directement. On va se faire la guerre à travers monsieur ou à travers madame. Ça, on l'a déjà. La guerre en Ukraine, c'est une guerre par proxy entre États-Unis et Russie. Israël, ce que fait Israël au Moyen-Orient, c'est un conflit par proxy également. Le Soudan, c'est un conflit par proxy. La Turquie s'affronte aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite. Au Soudan, on a une multiplication des guerres par proxy, on y est déjà. Donc ça, c'est le premier pilier de la Troisième Guerre mondiale. Le deuxième pilier, on est en train de le voir s'installer malheureusement, c'est le potentiel de guerre civile dans les pays post-industriels. En Europe, en Amérique du Nord, pas au Japon, mais en Corée. Ça, malheureusement, connaissant moi des gens dans les forces de police, dans les services de renseignement, me disent tous les signaux sont au rouge pour du vrai potentiel de guerre civile en Europe et en Amérique du Nord. Ça s'installe. Le troisième pilier qui manque, et il faut prier pour qu'il ne s'installe jamais, et s'il apparaît, il apparaîtra là, à mon sens, en mer de Chine méridionale, c'est un affrontement à haute intensité entre les deux grandes puissances hégémoniques que sont États-Unis et Chine. Pourquoi ça peut apparaître en mer de Chine du Sud? La mer de Chine du Sud, comme vous le voyez, c'est la mer, vous comprenez que c'est la mer centrale en Asie. L'Asie a une caractéristique intéressante par rapport à l'Europe, qui est continentale, par rapport à l'Afrique, qui est un énorme bloc continental. C'est que l'Asie, en fait, est divisée en deux. Il y a une partie continentale et il y a une énorme partie espace maritime. Et la mer de Chine méridionale, c'est cette immense mer quasi intérieure, même si elle est ouverte sur l'océan Pacifique, et qui est la mer autour de laquelle s'organisent toutes les supply chains économiques. Tous les réseaux économiques sont organisés là. C'est la mer par laquelle il faut passer pour aller de l'Asie du Nord, où vous trouvez Chine, Corée, Japon et Taïwan, les quatre grands pays industrialisés, même post-industriels, et connecter avec le Moyen-Orient pour les hydrocarbures nécessaires à faire tourner l'industrie. Il faut passer par là. Donc, quiconque contrôle cette mer peut bloquer le commerce. Alors, tous les pays riverains revendiquent une souveraineté sur la mer du Sud. On va commencer par le plus simple, la Chine, qui revendique. La Chine revendique, c'est la ligne en 9 traits, donc cette langue de bœuf là, avec les traits rouges, revendique la souveraineté, le contrôle sur l'intégralité de la mer de Chine du Sud. Alors, sur quelle base? Sur des bases qui organisent, possèdent. Les Chinois, au XIIIe siècle, ont exploré cette zone et ont eu leur Marco Polo à eux, qui s'appelle l'amiral Zhang He, qui était le grand amiral de la flotte impériale chinoise, et qui est parti à la terre d'un immense flotte à la demande de l'Empire de Chine pour organiser commercialement cette région et aller explorer au-delà, vers l'océan Indien. La flotte de l'amiral Zhang He serait, avec quasi certitude, arrivée jusqu'au Mozambique. C'est vraiment leur Marco Polo. Bon, malheureusement, les historiens disent aujourd'hui, il était probablement ouïghour. C'était probablement un Chinois musulman. C'était pas de l'ethnie Han majoritaire, donc ça, les Chinois n'aiment pas l'entendre. Ils ont organisé dans cette région énormément de comptoirs commerciaux. Pour avoir vécu moi-même dans cette région, moi, c'est la Malaisie qui a été mon premier contact avec l'Asie, où je suis là en 1996. J'ai fait un stage d'été à l'ambassade de France en Malaisie, j'étais encore étudiant, et j'ai pu rencontrer des Chinois de Malaisie qui sont là-bas depuis des siècles et des siècles. Ce sont des descendants des marchands de cette époque. C'est les communautés Hakka, Hokkien, de Penang, de Malacca, beaucoup de Chinois de Singapour, etc. C'est pas des Chinois qui ont fui le communisme de Mao. Ça, c'est des Chinois qui sont allés à Taïwan, qui ont fui le communisme de Mao. Et les Chinois que vous avez au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie, datent de ces époques-là et de l'époque coloniale britannique et coloniale portugaise.
Et donc sur le principe de on est allé organiser d'abord, avant qu'il y ait des grands sultanats musulmans en Malaisie, avant que l'Indonésie devienne hindoue, avant qu'elle ne devienne musulmane, c'était nous. Donc on a quand même un argument historique en faveur. Et après on commence à rentrer dans des justifications, alors là, beaucoup plus, exotiques, on va dire. On a une justification traité historique. Au moment de la défaite du Japon, beaucoup de ces pays-là étaient occupés militairement par le Japon. Le Vietnam était occupé par le Japon, les Philippines étaient occupées par le Japon, la Malaisie, qui n'était pas encore indépendante, et Singapour, pas encore indépendante du Royaume-Uni, occupée par le Japon, l'Indonésie, pas encore indépendante des Pays-Bas, occupée par le Japon, seule la Thaïlande n'était pas occupée. Les accords de paix, signés en 1945 avec les Chinois, prévoyaient que la Chine devait avoir des possessions dans cette région-là. Et les Chinois disent, du fait de la guerre civile qui a eu lieu en Chine juste après la défaite japonaise, on ne nous a jamais donné ces terres. Mais nous, on veut que ces vieux traités soient respectés. Et alors, on a un argument alors là, qui est très exotique, mais qui a été avancé par des géologues pour soutenir la revendication chinoise. On est d'accord qu'en Chine, il y a des rivières. Jusque-là, on est d'accord, ils ont le droit d'avoir des rivières. On est d'accord que les rivières, ça charrie du bim. Vous voyez où on va. Des géologues chinois disent la mer de Chine du Sud, c'est tapissé de terre chinoise. La terre chinoise se déverse en mer de Chine du Sud chaque seconde. Donc en fait, la Chine avance. Donc notre zone économique exclusive devrait elle aussi progresser parce que, nom d'un chien, la rivière des Perles qui s'écoule à Hong Kong, Canton, Hong Kong et Macao, ça charrie du limon chinois, c'est de la terre chinoise aussi. Bon, nous, il faudrait qu'on solde avec les Britanniques la question des îles anglo-normandes. Hein. C'est la Seine qui coule à côté, c'est de la terre française. Je suis désolé, c'est français, point. Fin du débat. Donc on les avance aussi ce type-là. Et naturellement, tous les pays riverains membres de l'ASEAN, Philippines, Vietnam, Malaisie, Sultanat du Brunei et Indonésie, eux aussi réclament pas l'intégralité, mais là vous aurez les visuels et vous avez le détail de ce que ces pays réclament. Eux aussi réclament une partie de souveraineté et de zone économique exclusive en Chine de mer Méridionale. Et naturellement, toutes les taches mauves que vous voyez, ce sont les dépôts d'hydrocarbures. Parce qu'il n'y a pas que de la dorade et du méron. Il y a de l'hydrocarbures et il y a du passage de porte-conteneurs et de pétroliers et de vraquiers et de gaziers qui doivent passer par là pour atteindre les marchés des nations post-industrielles, Chine, Corée, Taïwan, Japon. Donc c'est absolument stratégique, cette mer de Chine méridionale. L'ASEAN est totalement incapable de s'accorder entre membres, puisque vous voyez que tous ces pays-là sont membres de l'ASEAN à l'exception de la Chine, et ont des revendications opposées et contradictoires. L'ASEAN est un échec, est un immense échec de construction multilatérale, qui cherche aujourd'hui à se recréer, je vais vous montrer comment, à travers un accord de libre-échange, mais qui est dominé par la Chine. Donc l'ASEAN fait appel de plus en plus à la marine de guerre américaine, à l'US Navy, en demandant aux marins américains de venir montrer une présence pour garder les Chinois à distance. Rendez-vous compte que le Vietnam a invité, il y a 3 ans de ça, le porte-avions nucléaire américain Ronald Reagan à mouiller dans le port de Da Nang, invité officiellement par le gouvernement vietnamien. Ils ont juste combattu les Américains pendant 15 ans à peu près pour leur indépendance. Ils invitent un porte-avions nucléaire américain à venir mouiller dans le port de Da Nang pour montrer aux Chinois, vous voyez, on parle aux Américains. Les Philippins, qui ont une marine qui ne permet pas de confronter la marine chinoise, je vous rappelle, l'équivalent de la Royal Navy britannique chaque année en plus, font appel à l'US Navy régulièrement pour venir montrer une présence militaire. L'enjeu là, c'est la libre circulation de toutes les marchandises, de toutes les ressources naturelles et des hydrocarbures qui viennent du Moyen-Orient vers les pays qui en ont le à savoir le Japon, la Corée et la Chine.